Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, un épisode où on va parler de qualité, de vertu, de valeur, un peu de philosophie, un peu de psychologie et beaucoup de productivité. Alors par où on commence ? On commence par le début, c'est mieux. Et pendant un coaching, une personne qui me dit « Ah ouais, mais moi j'ai ce défaut, hein. » Et puis moi j'y dis « Ouais, et alors ?» Puis elle me regarde en me disant « genre c'est un défaut, c'est fini. La vie pour moi c'est terminé, je peux plus rien faire, quoi. Je suis paralysé, je suis terminé. » Et je me suis dit « Ça c'est un sujet de podcast. » Alors on en a parlé. Et donc je lui ai parlé de ce dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle le carré des vertus, ou le carré des valeurs. Et on retrouve notre ami Friedemann Schulz von Thun, qui vous salue bien. En allemand, c'est Wertequadrat, donc carré des valeurs, mais le contenu me fait plutôt penser à un carré des vertus. Vous vous souvenez, hein, Friedemann Schulz von Thun, épisode 15, le carré de la communication, un autre carré. Schulz von Thun, c'est un gars qui est assez carré. Hein, vous vous souvenez de carré de la communication, ce que je dis de moi, ce que je dis de notre relation, ce que je veux dire. Donc c'est l'épisode 15, pour ceux qui l'ont pas encore écouté. Et donc Friedemann Schulz von Thun nous donne cet outil du carré des vertus ou des valeurs. Alors d'où est-ce que ça vient ? Eh bien ça vient d'un livre d'un philosophe allemand qui s'appelle Nikolai Hartmann, qui est alors mort en 1950, c'est un philosophe du siècle dernier, qui est un philosophe allemand. Le livre s'appelle Éthique, E-T-H-I-K, donc l'éthique j'imagine en français, inspiré lui-même de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, qui est un des grands bouquins fondateurs de, je dirais pas fondateur, mais qui exprime la vue de la morale d'Aristote. Et donc c'est Éthique à Nicomaque, que je n'ai pas lu, mais qui est dans ma liste de livres à lire. Donc la thèse principale, en fait, de tous ces gens-là, enfin en particulier de Nikolai Hartmann, repris par Friedemann Schulz von Thun, c'est qu'en fait, une vertu, alors je vais tout de suite vous dire ce que c'est, une vertu, c'est pas le milieu entre trop de quelque chose et trop peu de quelque chose. Le bon modèle, c'est plutôt celui avec deux vertus qui sont en tension, qui se tirent un peu la bourre, mais sous lequel on peut un petit peu bouger. Hein, donc d'ailleurs, on les appelle une vertu et une contre-vertu. Bon. Alors, il faut déjà que je vous dise ce que c'est une vertu. Alors, est-ce qu'une vertu, c'est pareil qu'une valeur ? Alors non. C'est pour ça que j'aime pas la traduction française de Wertequadrat en carré des valeurs, parce qu'en français c'est une vertu. Une vertu, c'est une disposition à agir. Donc vous voyez que c'est comme un principe d'action. Une valeur, c'est plutôt une croyance, c'est un idéal à atteindre. Si vous voulez, en fait, une valeur, c'est très platonicien, on va dire. Hein. C'est très dans le royaume des idées. Une vertu, on est beaucoup plus chez les stoïciens ou chez les épicuriens. On est dans l'action. D'accord ? Alors, si on prend un premier exemple pour illustrer, la patience. Hein, on m'a appris que la patience est une vertu. Bon. Alors, vertu au sens philosophique du terme. Hein, d'ailleurs, c'est marrant, dans le Larousse, quand vous cherchez vertu, c'est une disposition spirituelle à agir. Alors, je vois pas ce qu'il y a spirituel là-dedans. Il y a une connotation un peu religieuse, dont, à mon avis, on n'a pas besoin. On peut tout à fait estimer qu'une vertu, c'est une disposition à agir, point. Donc, la patience est une vertu. Alors, vous me direz, la patience, une disposition à agir, oui, agir juste au bon moment, on va dire ça comme ça. Donc, la patience est une vertu. Alors, dans l'ancien modèle, avant Friedemann Schulz von Thun, on aurait dit, la patience, c'est le juste milieu entre, d'un côté, trop de patience, qui serait, je sais pas, la passivité ou l'inaction, et puis pas assez de patience, qui serait, du coup, l'impatience. Donc, vous voyez qu'on a une espèce de... Il n'y a qu'une manière de faire juste. Il faut être patient, point. Maintenant, avec ce que nous dit Friedemann Schulz von Thun, c'est qu'il y a une vertu et une contre-vertu. Alors la vertu, c'est clairement la patience. Alors qu'est-ce que la contre-vertu ? Alors la contre-vertu, c'est quelque chose de positif, mais qui s'oppose à la vertu. Alors qu'est-ce qui s'oppose à la patience, mais qui est positif ? On pourrait appeler ça le dynamisme ou l'activité, ou l'envie d'agir. D'accord ? Donc vous voyez qu'on élargit le spectre. On a maintenant deux choses
deux notions, la patience et l'activité, ou le degré d'activité, sur lequel on peut bouger. On peut aller de l'un à l'autre. Bon. Et ce que dit Friedemann Schulz von Thun, c'est que chacune de ces vertus et de ces contre-vertus a une exagération. Quelque chose qui est poussé à l'extrême. Alors, l'exagération de la patience, l'exagération de la vertu de la patience, ça devient inaction ou passivité. D'accord ? L'exagération de la contre-vertu. Donc la contre-vertu, c'est l'activité. L'exagération de la contre-vertu, ce serait l'agitation ou l'impatience, d'ailleurs. Alors, vous voyez, dans le cas de la patience, c'est simple. On a patience, impatience, parce que les mots, il y en a un qui contient l'autre. Mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles c'est pas le cas. Je vous prendrai un exemple après pour illustrer. Donc, on a deux vertus qui sont en tension. La patience d'un côté, et puis l'activité de l'autre. Et on a donc deux exagérations, une de la vertu, une de la contre-vertu. Nous, dans notre langage à nous, cette exagération, comment ça s'appelle ? Ben, c'est ce qu'on appelle un défaut. Donc, il y a des vertus qui ont des exagérations qui sont des défauts. Ah, ok. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'un défaut, si on remonte, si on fait le raisonnement dans l'autre sens, un défaut, ben en fait, c'est une qualité, mais exagérée. Donc, un défaut cache une qualité. Ça, je trouve que c'est vachement intéressant, du coup. En termes de développement personnel, en termes de développement de l'équipe, en termes de développement, je sais pas, moi, de ses enfants, de sa famille, c'est super intéressant de se dire qu'un défaut, c'est pas une espèce de tare, c'est pas une caractéristique immuable, pathologique, etc., qu'il faut soigner. Non, c'est juste l'expression d'une qualité, mais qui est mal exprimée. Pas mal, non ? Merci Friedemann. Alors, du coup, maintenant, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour révéler la vertu derrière le défaut, et puis comment la valoriser ? Alors, pour révéler, en fait, c'est assez simple. On va commencer par identifier le défaut. Alors ça, en général, ça vient assez vite. Parce que nous, on est super bon pour voir les défauts chez les autres. Bon, chez soi, un peu moins, mais chez les autres, c'est assez facile. Donc, j'identifie le défaut de l'autre. Par exemple, j'ai quelqu'un qui est impatient. Bon, j'ai identifié le défaut. Ça, c'est l'exagération d'une vertu. Il est impatient, mais derrière, il y a quelque chose qui se cache. Alors, derrière le défaut, l'exagération en impatience, il y a la vertu qui est l'activité. Et donc, le contraire positif de l'activité, la contre-vertu, c'est la patience. Donc, on va de la patience à l'impatience. Donc, on a trois notions. On a l'impatience, l'activité et la patience. Je prends un autre exemple, où là, on n'a pas le problème d'un mot qui contient l'autre. Prenons quelqu'un qui est pinailleur. C'est un défaut d'être pinailleur. Bon. On se dit, très bien. Joseph est pinailleur. Tu m'excuses, Joseph. C'est l'exagération de quoi ? Quelle est la vertu qui correspond à quelqu'un qui est pinailleur ? Quelqu'un qui est pinailleur, c'est l'exagération de quelqu'un qui est précis. La vertu, c'est la méticulosité. Quelqu'un qui est méticuleux. Ou la précision, si vous voulez. Intéressant. Alors, c'est quoi la contre-vertu de la méticulosité ? Ça veut dire quelque chose qui s'oppose à être méticuleux, mais qui est positif. On voit bien, c'est quelqu'un qui est moins dans le détail. Quelqu'un qui est plus, peut-être, qui a plus une vue globale. L'esprit de synthèse. Ça, c'est la contre-vertu de la méticulosité. Et entre parenthèses, vous avez l'exagération de la contre-vertu. Quelqu'un qui a trop l'esprit de synthèse, c'est quelqu'un qui est superficiel. Donc on retrouve notre carré. On a imaginons en bas à gauche, on a pinailleur, en dessus, pinailleur, vertu, méticulosité, qui s'oppose à méticulosité au même niveau, de l'autre côté droite, je fais avec mes mains, vous voyez pas, mais c'est pas grave, on a l'esprit de synthèse, et puis en dessous de l'esprit de synthèse, l'exagération de l'esprit de synthèse qui est la superficialité. Je suis superficiel. Vous voyez comment ça marche, ce carré ? Alors du coup, on peut entrer par n'importe lequel des défauts, on peut faire pareil, on peut dire quelqu'un qui est superficiel. Bon. Ok. Superficiel, c'est le défaut. Quelle est la vertu de la superficialité ? L'esprit de synthèse. Très bien. Quelle est la contre-vertu qui s'oppose à la vertu de la synthèse ? La méticulosité. Ok. Quelle est l'exagération de la méticulosité ?
pinaillation. Je sais pas comment ça se dit, mais quelqu'un qui est pinailleur. Ok? Alors, c'est comment identifier. Alors maintenant, comment valoriser? Il y a deux possibilités avec un prérequis. Vous voyez que si c'est chez nous, si on se pose la question de comment valoriser, c'est qu'on a pris conscience du fait qu'on avait, entre guillemets, un défaut, enfin surtout quelque chose qui cache une qualité. Chez les autres, c'est pas aussi évident. Donc l'étape 0 de la valorisation, c'est la prise de conscience. Donc faire prendre conscience à la personne, quelque part, qu'elle a ce défaut, entre guillemets, et surtout qu'elle a une qualité qui se cache derrière. Et de nouveau, feedback. Faire un feedback à la personne pour qu'elle prenne conscience de cet état de fait. Enfin, cet état de fait. Temporaire, puisqu'on va essayer de valoriser ce défaut, si vous voulez, en vertu ou en qualité. Deux manières de valoriser une fois que la prise de conscience est faite. Numéro 1, mettre la vertu en situation ou mettre la contre-vertu en situation. Donc c'est génial parce qu'on a deux possibilités. Plutôt de dire à quelqu'un « Oh, t'es trop impatient », on peut dire « Bon, il est impatient. Alors, qu'est-ce que je peux faire ?» Je peux mettre en situation pour voir la patience, pour mettre la patience en lumière. Alors, exemple, quelqu'un qui est super patient. Aujourd'hui, il est au support technique. Oui, le support technique, ça peut être la maintenance, ça peut être le service desk, ça peut être... support technique, il faut de la réactivité, il faut de l'activation, il faut quasiment des gens agités, quoi. Quelqu'un de patient, il risque peut-être de souffrir un peu. C'est que ses collègues vont pas dire qu'il est patient. Ils vont dire quoi, les collègues du support technique, qui eux sont tous de l'autre côté, sont du côté actif. Eux, ils vont pas avoir la qualité, ils vont voir l'exagération de la qualité. Il faut rien, il est inactif, il est passif. Non, il est pas passif, il est patient. Donc, à lui, plutôt que de le mettre au support technique, on peut le dire, mais on va le mettre en charge de la planification. Qui est plutôt un travail de patience, j'imagine, on peut le voir comme ça. L'autre, donc ça, ce serait mettre en lumière la vertu. L'autre possibilité, on va mettre la contre-vertu en situation. Alors la contre-vertu, c'est quoi ? C'est l'activité. C'est se mettre en action. Et donc l'autre manière de faire, c'est d'apprendre l'activité par la pose d'objectifs, par exemple. D'objectifs SMART, surtout réaliste, R, l'étape la plus importante du SMART, réaliste. Donc un peu d'activité. Par exemple, en mettant un objectif de réactivité, en disant, il faut que tu réagisses dans les temps de personnes, même si t'as pas toutes les infos, etc. On travaille avec les gens. Et donc vous voyez assez vite que ce qui va être le plus facile, c'est pas tellement de mettre la contre-vertu en situation, c'est-à-dire de demander aux gens de changer drastiquement. Quelqu'un qui est plutôt très patient, de le faire tout à coup devenir super réactif. Ce sera beaucoup plus simple de mettre la vertu en situation. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'on va chercher le positif. Donc le feedback devient moins un outil de correction qu'un outil de prise de conscience. Épisode 19, feedback. Donc je cherche le positif. Et du coup, ça veut dire que je peux chercher la productivité plutôt dans l'adéquation entre qualité et tâche. Je vais essayer de donner des tâches aux personnes qui correspondent à leur qualité. Et c'est pour ça que tous ces mécanismes, toutes ces théories du management plat, sans chef qui décide, ou avec des chefs qui décident moins en tout cas, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que les gens peuvent exprimer leur qualité, on peut les aider à exprimer leur qualité beaucoup mieux. C'est pas le chef qui va décider, c'est le team qui dit voilà, on a ces 12 tâches, moi, je fais du modélisme, j'adore la précision, je vais m'occuper de tout ce qui est assurance qualité. Vous voyez, quelqu'un méticuleux à l'assurance qualité, attention, faut pas qu'il devienne chiant, faut pas qu'il devienne pinailleur, mais ça peut être quelqu'un de très précieux. Quelqu'un qui dit moi j'adore réfléchir aux trends, à tout ce qui peut se passer, à l'évolution des choses, etc. Lui, on va peut-être plutôt le mettre, à la stratégie ou à la réflexion sur l'équipe ou à la planification. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on peut vraiment obtenir plus de productivité simplement en changeant les gens d'affectation de tâches, en changeant les affectations de tâches. On n'est pas obligé d'inventer de nouvelles tâches, on peut juste peut-être échanger 2 collaborateurs, 2 tâches, et puis les 2 vont gagner un peu, et donc on gagne 2 fois en productivité. Pas mal, non ? Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais super content, parce que ça permet vraiment de valoriser ce que les gens savent déjà faire, plutôt que d'aller chercher ce qu'ils savent pas faire. Voilà, donc les défauts sont des qualités cachées. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.